Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo, du moins je vais essayer d'en faire une petite, sur quelque chose un sujet du moins très intéressant et qui ferait écho aux propos nauséabonds et réguliers de l'escroc racialiste d'ascendance berbéro-algérienne, adepte de l'huile d'olive, qui s'appelle Éric Zemmour. Donc vous connaissez tous l'islamophobie et la haine de tout ce qui est de culture et de religion islamique. Ce personnage a encore vomi ces absurdités là récemment. Je sais même plus ce qu'il dit tellement il en sort des conneries. Mais en tout cas, il a encore remis une couche la semaine dernière. Et j'avais fait une série qui s'appelait Les Hémorroïdes sur ma chaîne YouTube qui s'est arrêtée au numéro 4 et qui avait une suite. J'ai déjà enregistré les épisodes, mais je les ai pas. Ça m'intéressait plus trop de parler encore de sa ganache, dans la mesure où il est pathétique. On peut dire tout ce qu'on veut sur ce gars, mais au bout d'un moment, on a fait le tour et j'avais pas intérêt, j'avais pas envie de me retaper. Il durait encore presque, j'avais encore 1 heure de vidéos d'informations sur ce personnage que j'ai préféré mettre de côté. Mais pour le coup, je vais en profiter pour reparler, compléter, on va dire, cette série de manière un peu différente de ce que j'avais prévu. Pour le coup, par rapport à un ouvrage, à deux ouvrages, là j'en montre un, ce qui est à l'image, mais ça correspond à plusieurs ouvrages en réalité, mais j'en ai un autre qui va arriver après. Celui-ci va simplement l'introduire. Et je voulais répondre donc à M. Éric Zemmour sur un propos particulier qu'il tient régulièrement, qui fait référence au fait que le Maghreb, et l'Algérie en particulier, si ces pays a été colonisé, c'est parce qu'il était colonisable, mais c'est surtout parce qu'à la base, ce pays est un repère de pirates. D'ailleurs, c'est pas le seul à tenir ce genre de propos, c'est un élément qui revient souvent dans le langage des haineux racialistes et des pseudo-historiens. Donc l'Algérie, s'il a été colonisé, c'est parce que c'était un repère, entre autres, de pirates. Donc les barbaresques, c'était des pilleurs des mers et ils détroussaient tous les bateaux des royaumes européens, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la France. Il y avait aussi les Britanniques qui voguaient par là et tout ce qui était commerce méditerranéen, peu importe. Ils étaient là, les barbares, à raisonner les bateaux, à les couler, voler les cargaisons et à réduire en esclavage les populations qui étaient sur les bateaux, les gens, les femmes, les enfants, les hommes, réduire en esclavage, tuer, etc. Bref, donc ça c'est le message courant des affiliés à Zemmour et Zemmour lui-même. Un message un discours qui est en partie vrai, mais qui est en majoritairement faux. En partie vrai, pourquoi? Parce qu'il y avait des pirates, effectivement, au Maghreb, c'est un secret pour personne. Dire le contraire serait faux. Il y avait ce qu'on appelle les barbaresques, donc c'était les ports de pirates très puissants il y en avait quatre très connus. Les plus connus, c'était celui de Salé au Maroc, qui est la banlieue de Rabat actuelle. C'était l'ancienne ville de Rabat avant qu'elle existe. Il y avait donc la régence d'Alger, le port d'Alger. Il y avait Tunis en Tunisie et Tripoli en Libye actuelle. Donc on avait ces quatre ports principaux, c'était ce qu'on appelle les barbaresques, sachant que du côté de Salé, c'était un royaume indépendant, c'était pas l'Empire ottoman qui le gérait. Donc les trois ports algériens, tunisiens et libyens, eux, ils étaient sous direction ottomane, ce qui n'était pas le cas du port de Salé. Mais tous les quatre étaient réputés pour être voilà, des repères de pirates et ils arraisonnaient des bateaux de toute origine dans ce qu'on appelait donc là, ce qu'on appelle toujours la mer Méditerranée. Donc ça ça c'est véridique, tout à fait. Sauf que M. Éric Zemmour oublie de lire, c'est que la piraterie, elle n'était pas d'un seul côté, c'était pratiqué par toutes les puissances méditerranéennes et européennes. Et ensuite on a élargi ça plus loin, mais en particulier en Europe, en France en particulier, où c'était une arme de guerre, la piraterie. Alors il y avait les corsaires, il y avait donc les pirates. Les pirates et les corsaires, c'est quoi la différence entre pirates et corsaires? Et ça, Éric Zemmour, il faut le savoir. Il faut qu'il le définisse quand il parle simplement de ça. Bah, les corsaires, c'est ceux qui ont une lettre de course. Ils ont une autorisation légale du royaume, du pays, pour un pays particulier, qui autorise. Donc ces gens-là, c'est donc à la base des voleurs, des voleurs des mers, qui sont engagés en bonne et due forme par une nation pour faire la guerre à son ennemi du jour. La France en a utilisé beaucoup, elle a même codifié cela de manière très très intéressante. Et les autres nations ont fait la même chose. Et le Maghreb, forcément, a fonctionné de la même manière. Ça, c'est pour les corsaires. Ils avaient une lettre de course qui les autorisait à pratiquer le brigandage contre l'ennemi du moment. Ensuite, vous avez les pirates. Les pirates, c'est les bandits des mers, c'est les racailles, si vous préférez, qui au lieu d'être les bandits de grand chemin, ce qu'on appelle les bandits de grand chemin, ils étaient les bandits
des mers et des océans et des fleuves aussi parfois. Ils allaient arraisonner sur les côtes et ils prenaient les gens. Et ils arraisonnaient les bateaux où ils allaient directement attaquer des gens. Ils pillaient, ils volaient, etc. C'était des voleurs simplement, mais sur la mer. Et sur tout ce qui était bateau et tout ce qui était navigable. Ça c'était, il y en avait partout, que ce soit au Maghreb ou en France, et ensuite plus tard dans les Caraïbes et en Asie. Et ailleurs d'ailleurs, le piraterie existe depuis longtemps, hein. Depuis l'Antiquité, il y avait des pirates. Il n'y avait pas de musulmans à l'époque, hein, mais il y avait des pirates déjà en Antiquité. Donc c'est un phénomène qui est vu comme le monde. On peut imaginer que c'est très très ancien. Et c'est pas spécifique aux Maghrébins ni à la régence d'Alger pour être précis. Et c'est pour reprendre les propos d'Éric Zemmour. Donc sur cela, Éric Zemmour donc, reste là-dessus, et beaucoup de racialistes haineux qui justifient ça pour la colonisation du Maghreb et de l'Algérie en particulier, le fait que c'était un repère du pirate. Non, c'était une arme de guerre comme les autres, et ils ont fait la guerre, ils ont fait des ententes, et tout le monde pratiquait la piraterie, tout le monde. Et ensuite c'était la course. On utilisait les voleurs pour une cause légale, mais quand il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de l'aide de course, de l'aide de course, pardon, ils continuaient à faire le brigandage. Alors les Normands sont connus, les Bretons sont connus pour ça, les Néerlandais également, c'est eux qui ont proposé le mot flibustier, flibuste, qui vient d'un mot néerlandais qui voulait dire flâner, butiner d'une fleur à une autre. En langage néerlandais, je ne sais plus comment on le dit en néerlandais, ça a dérivé, ça a fait flibustier, flibuste et flibustier. Et donc tous ces pays-là ont pratiqué la course en temps de guerre, et la piraterie le reste du temps. Donc ce n'est pas un domaine spécifique au Maghreb, c'est pas un domaine, ça c'est une omission volontaire, malhonnête, de la part de M. Éric Zemmour et de ses amis, de faire ce raccourci historique, alors qu'il suffit de se renseigner un minimum sur la course, etc., pour être au fait de cela. Mais là, je parle de course, je parle de pirates, mais on voit l'image, l'histoire des marines de Cécile Roth. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que justement, la piraterie va nous emmener, le maranisme, pardon, va nous emmener à la piraterie. La piraterie, ce livre-là, il est très intéressant parce que, et c'est là où Éric Zemmour a tendance à devenir oublieux, il est frappé d'amnésie quand ça l'arrange, mais comme toujours, hein, il dit bien ce qu'il veut. L'histoire des marins, c'est l'explication de l'étendue de la mainmise de cette cinquième colonne que Éric Zemmour ne nomme pas comme étant marane ou de sa tribu. Il la nomme, il la sous-entend du moins comme étant islamique, tout le temps, comme le très célèbre ami de Marine Le Pen à l'époque, hein, Émeric Chopard, le très éminent Émeric Chopard, qui à l'époque était pro-islam, soi-disant, et c'est comme ça que notre ami, comment il s'appelle déjà, Alain Solal, Alain Solal, oui pardon, Alain Soral, le patriote français d'origine suisse, de confession juive, mais catholique à la base. Mais il est athée, enfin on ne sait plus trop ce qu'il a en réalité, enfin il brasse beaucoup d'air surtout, surtout. Et ce personnage-là, donc de M. Alain Solal, nous l'a vendu comme étant un grand islamophile, un grand stratège. C'est lui qui nous a sorti, Émeric Choprade, que les musulmans formaient une cinquième colonne en France. Voilà, ça c'est juste une info, il est un peu parti là-dessus. Donc la cinquième colonne, que M. Éric Zemmour laisse entendre régulièrement, c'est le danger de la République, le péril vert, hein, n'est-ce pas? Et il a juste oublié que c'est la construction de la cinquième colonne dans le monde, dans toutes les nations où ce qu'on appelle les juifs convertis, mais faussement convertis, les maranes, c'est eux la cinquième colonne, dans toutes les nations au monde. Ce livre l'explique relativement bien. Je sais que j'ai oublié son nom, il en avait parlé dans une introduction d'un de ses bouquins. Son nom m'échappe, il a fait beaucoup d'ouvrages. Oui, donc ça m'est revenu, il s'appelait Pierre Hillard. Il avait fait une préface dans un de ses bouquins, enfin pas un de ses bouquins, une traduction d'un bouquin de Quinclay, Carole Quinclay, quelque chose comme ça. Je l'ai, je sais plus comment ça s'appelle, bref, je vais pas dire une connerie. Il y a un lion sur la pochette. Il avait fait une préface assez intéressante où il reprenait en partie ce qui était repris là-dedans, dans cet ouvrage. Ce livre explique voilà la mainmise, comment les juifs se sont installés un peu partout dans le monde, grâce à différents événements historiques. Et là, je vais reprendre quelques-uns. Je vais pas en parler 300 ans parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3000 ans. Mais là, je vais reprendre juste. Alors, si je trouve. Non, c'est pas là, j'avais annoté des trucs intéressants. Par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à lire, on va mettre comme ça. En 616, sans doute à l'instigation de l'empereur byzantin Héraclius, le roi promulgua un décret ordonnant le baptême de tous les juifs de son royaume sous peine de bannissement et de confiscation de leurs biens. Selon les autorités catholiques, 90 000 d'entre eux embrassent alors la religion chrétienne. Donc ça, c'était en Espagne. C'était la première fois qu'on a forcé les juifs à se convertir à une autre religion.
Donc là, c'était le catholicisme. C'était donc en 616, donc c'était la première fois que le principe de Maran, en Europe du moins, avait lieu. C'était les premiers Maran, donc on n'a pas attendu la Reconquista et le décret de l'Alhambra, et donc c'était en 1492, donc c'était pas mal de temps après, quand même presque 800 ans après. Là c'était en 616, donc à l'époque l'islam allait être commençait à aller voir le jour, hein. Et en parallèle, en Espagne, on convertissait les juifs de force. Donc ça a permis ensuite, un siècle plus tard, aux musulmans d'arriver et de conquérir, puisque les juifs de la péninsule ibérique étaient heureux de voir des gens qui venaient, ils étaient contents de montrer les points faibles et les points forts du pays pour pouvoir plus facilement le coloniser, le conquérir du moins, et ça a permis donc une des réussites de la conquête islamique en Espagne. C'est en partie grâce aux juifs, dont certains étaient donc des faux convertis déjà à l'époque, les marans. Ça s'appelait pas encore comme ça, mais c'était déjà le cas. Donc par exemple ça c'était intéressant, donc ça commence avec, donc on peut remonter déjà au 6e, enfin en 600 et des bananes, donc ça nous ramène loin déjà, donc c'est des générations que ça a duré. Après j'ai juste replié quelques pages intéressantes. Donc ce qui est intéressant c'est qu'ils étaient infiltrés dans toutes les couches sociétales une fois qu'ils étaient dans le pays, parce qu'ils étaient comme les autres, mais la différence c'est qu'Amaran il pratique toujours le judaïsme en cachette, donc il trompe les gens, et ça fait toute la différence. Par exemple là, on a l'infiltration, à quel niveau elle avait lieu. Au moins 7 prélats importants du royaume étaient d'origine juive, sans compter le contador mayor ou trésorier. Il était rare qu'une charge importante à la cour ou dans l'administration financière ne fût pas occupée par des descendants des juifs convertis ou par des familles qui leur étaient alliées. Donc ça, c'était beaucoup plus tard, dans l'Espagne catholique, après l'Inquisition, on avait plein de familles de marraines qui ont accès, justement à cause de cette conversion forcée, et donc, simulés, ils ont pu avoir accès à des postes très très importants alors que jusqu'à présent, ça leur était interdit. Donc, il y a du côté négatif où on a chassé les juifs, on les a persécutés, on les a spoliés. Puis d'un autre côté, on leur a ouvert des accès qui leur étaient jusqu'ici formellement interdits. Donc, il y a quelque chose d'ambigu là-dedans. Mais ça, c'est intéressant de le savoir. Donc, on a aussi quoi d'autre? Ah oui, ça aussi, c'est intéressant. Alors, je sais pas si on a, je vais le mettre comme ça. Même les écrivains les plus anti-juifs de l'époque, comme Pablo de Heredia et Alfonso de Zamora, étaient des conversos. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que souvent, et ça se répète régulièrement dans différentes séquences historiques, on a beaucoup de personnes qui sont foncièrement anti-juives, du moins ce qu'il apparaît dans leur discours, et qui sont en réalité elles-mêmes juives. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'après, on va partir sur les nouveaux territoires que la Reconquista va permettre d'obtenir, qui vont déboucher sur des choses très intéressantes. Alors j'avance encore un peu pour reprendre d'autres informations. Je le fais pas, je vais pas le, je reprends juste quelques clés pour rebondir sur ce qui va en est tout à l'heure. Là, on a une autre information relativement intéressante. Les plus vaillants profitaient donc les marins, de la moindre occasion pour prendre la mer et se réfugier dans des lieux où ils pourraient en toute sécurité observer leur religion d'origine. Nombreux partirent ainsi vers l'Italie, l'Afrique et la Turquie. La création des communautés portugaises de Salonique, de Smyrne et du Levant remonte probablement à cette époque. La politique royale était ainsi contournée et ceux qui ne pouvaient pas quitter le pays en tant que juifs le faisaient en tant que chrétiens, revenant à leur ancienne foi, aussitôt après avoir traversé les mers. Donc voilà, là on a vraiment comment on essaime des agents partout, des communautés. Donc là on est encore en Europe là. Mais donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que le fait que cette chose terrible qui a été l'Inquisition, décidément des fois j'ai des trous de mémoire, cette chose terrible qui a été l'Inquisition, elle est positive pour beaucoup d'autres points. C'est une chose terrible de voler, de spolier les gens, de les forcer à se convertir, etc. Mais elle n'a pas forcément servi à la cause initiale, celle entre guillemets, d'éradiquer le judaïsme des terres espagnoles et portugaises, parce que c'était ça l'origine de la. C'était de les chasser, de les spolier aussi, de les voler, parce qu'ils étaient très riches, ils étaient très puissants, puis parce qu'ils avaient une haine contre les juifs, ça on le savait, c'était pas caché. Dès qu'on a un peu de pouvoir et on a des richesses, ça crée de la jalousie. Et une fois que les musulmans ont été chassés, les juifs, il restait plus qu'eux. Et les morisques, ce qu'on appelle les morisques, donc les musulmans qui ont été forcés de se convertir, mais surtout les juifs qui étaient restés là, il fallait les chasser. Et il y avait la haine qui s'est tournée contre eux. Donc c'était ça l'idée du projet, mais ça a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en Espagne, certes, ils sont partis, pour certains, pour une grande majorité,
Mais ils sont partis s'installer ailleurs, et pas que, ils ne sont pas contentés de l'Espagne, ils sont partis partout. Donc là, ils sont partis dans le bassin méditerranéen, et on reste comme on est encore assez proche. Mais après, ça va partir, ça va s'étaler, ça va se diffuser, jusqu'au moment où on va arriver à une conquête très 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 large, enfin une installation très large. Alors j'avais avancé, j'avais encore noté quelques points intéressants, par exemple ici, donc là, bah voilà, c'est la suite qui est logique, c'est qu'en 601, en 1601, pardon, un important pot de vin de 200 000 ducats payé à Philippe III permit la levée de l'interdiction avec promesse royale de ne plus la réactualiser et le droit accordé aux nouveaux chrétiens d'émigrer vers les colonies d'Espagne et du Portugal. Cette autorisation irrévocable fut annulée en 1610, puis restaurée en 1629 pour ne plus jamais être révoquée. Sauf que là, en 601, après un pot de vin, donc on a autorisé par décret royal bah, à ces marranes d'y aller. Ce qui n'était pas le cas avant. Et là, on a essaimé la graine du maranisme dans le Nouveau Monde, parce que là, il y avait tout à découvrir, tout à conquérir du moins. C'était un continent neuf, à part les autochtones qui ont été vite décimés, il y avait tout à faire. Il y avait des territoires immenses, il y avait des richesses fabuleuses, et il manquait plus que les gens pour y aller. Et là, on leur donne en plus. Donc là, le maranisme, ça a offert, l'Inquisition a offert aux maranes et aux communautés juives pourchassées d'Europe, et d'ailleurs, puisque c'est pas, ils ne sont pas contentés que. Il y en a qui sont venus d'ailleurs, hein, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'aller conquérir ces continents et toutes ces richesses et toutes ces, voilà, tous ces biens à des gens qui étaient soi-disant persécutés. Ça a bon dos, je trouve que c'est pratique et ça permet beaucoup de choses. Donc là, ils sont partis tranquillement, ils sont installés, ça a fait du commerce, hein, ça a pris des nouvelles choses. Une autre information, les maranes qui étaient partis vers l'est s'intégrèrent sans laisser de traces dans les grandes communautés déjà existantes dans l'Empire turc et les Balkans. On les retrouve cependant dans tout le Levant. En 1544, un vaisseau entier arriva à Raguse, à Dubrovnik actuel. Une autre petite communauté s'installa à Chypre. Ils étaient nombreux en Palestine où une colonie importante avait rejoint le mystique de Safed. Les mystiques de Safed, il y avait plein de mystiques là-bas, des messianistes qui attendaient justement le Messie. C'est une base de Kabbale, un site kabbalistique, Safed, c'est très connu. Donc il y a des choses très importantes pour des gens persécutés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont vite relevés, ils ont vite repris du poil de la bête pour repartir sur de bonnes bases. Par exemple, ici, certains secteurs commerciaux se trouvaient presque entièrement sous le monopole des communautés maranes. Ils contrôlaient l'importation des pierres précieuses en provenance des Indes occidentales et orientales, l'industrie du corail ainsi que le sucre, le tabac et autres denrées d'origine coloniale. À partir du milieu du XVIIe siècle, les Juifs d'origine espagnole et portugaise constituaient des figures éminentes du marché bancaire européen qu'ils avaient contribué à créer en fondant les grandes banques nationales. C'est surtout à cela que pense Joseph Addison lorsqu'il écrivit dans son célèbre Essay on the Jews. Ils sont en effet tellement disséminés dans tous les secteurs commerciaux du monde qu'ils sont devenus les instruments grâce auxquels les nations les plus distantes conversent entre elles. Et l'humanité offre l'image d'un réseau de correspondance. Voilà, ça c'est la toile de l'araignée qui s'est tissée. Donc le maranisme a permis ça, l'Inquisition a permis ça, ils ont vraiment essaimé partout. Donc quand on se demande comment ils peuvent être aussi influents dans n'importe quel pays de par le monde et à n'importe quelle époque, il faut peut-être remonter à l'histoire des maranes. C'est le fil conducteur qui permet de comprendre que cette toile d'araignée qui s'est tissée et qui s'est tissée à l'insu de tous, entre guillemets à l'insu de tous, mais à l'insu des masses, c'est-à-dire que c'était en sous-marin, en camouflé, à occulter des gens, puisqu'ils se. Une cinquième colonne, ils singeaient l'autochtone, tout en étant fidèles à une autre pensée, à une autre philosophie, et leurs actions et leurs actes principaux étaient souvent à l'opposé des gens de la nation dans laquelle ils vivaient, où ils étaient installés et où ils s'enrichissaient. Ils servaient à une autre nation, à une autre pensée philosophique. La nation qu'ils servaient encore n'existait pas. Elle est venue plus tard. À l'époque, elle était sous l'Empire ottoman, donc c'était l'emprise des musulmans, et il y avait l'espoir qu'elle soit libre avec l'arrivée d'un Messie. Donc souvent, ils sont d'obédience kabbalistique au final, les maranes, souvent. Et ils ont servi la cause de la création de l'État imposteur d'Israël plus tard, et jusqu'à présent, en financièrement, et avec tous les moyens qui étaient à leur disposition. Et on a par exemple ici un truc très intéressant, c'est ce mouvement pris de l'ampleur en 1632. Lorsque la colonie marane de Rouen, donc en France il y en avait, alors je ne l'ai pas cité ici, mais il y avait une grosse colonie marane en France depuis des siècles. Donc de l'ampleur en 1632, lorsque la colonie marine de Rouen fut temporairement dispersée. Quelques-uns cherchèrent apparemment refuge en Angleterre, parmi eux se trouvait Antonio Fernando Carvajal.
originaire de Fundanyu, et qui avait vécu un certain temps dans les îles Canaries. Il se distingua très vite comme l'un des grands marchands de la City. Il possédait ses propres vaisseaux qui importaient de nombreuses denrées des Indes occidentales et orientales, d'Amérique du Sud et du Levant. L'importation des lingots sur une vaste échelle passait par lui, et pendant la guerre civile, il avait servi de fournisseur de céréales au Parlement. Lorsqu'en 1649 la guerre éclata avec le Portugal, le Conseil d'État le dispensa de la saisie de ses biens et lui accorda même des facilités pour la poursuite de ses activités commerciales. Les renseignements politiques qu'il obtenait de ses nombreux agents commerciaux outre-mer étaient extrêmement utiles au gouvernement qui, en 1655, lui accorda en même temps qu'à ses deux fils le statut de sujet anglais. Là, on apprend plein de choses. On apprend que les puissants marins qui sont installés dans différents pays, donc ils s'étaient chassés d'un endroit, ils retombaient sur leurs pattes un peu plus loin. Là, il partait de Rouen, il allait à Londres, donc c'est pas très très loin. Et surtout, il était devenu puissant, il avait contact avec les hautes autorités, il était quelqu'un d'influent, on l'écoutait. Et surtout, c'était un espion, un agent. Il donnait des informations par rapport à son réseau commercial et des agents qu'il avait dans différents ports d'Europe et du monde. Il arrivait à avoir des informations précises sur une nation, sur un pays, etc. Et il s'en servait de ces informations pour le souverain du moment, celui qui lui accordait l'asile et des facilités. Donc là, il est devenu anglais. On ne lui a pas saisi ses biens pour service rendu. Donc voilà, c'était des espions. Donc les Sayanim d'aujourd'hui, ils ont toujours existé et c'est le réseau Maran qui a permis de les installer, qui a permis de les faire émerger et de les installer durablement dans le temps et dans les nations. Ça, c'est des points très importants à savoir grâce au maranisme. Et donc c'est pas seulement, il n'y a pas que du, je me répète, il n'y a pas que du négatif. Qu'est-ce que j'ai dû prendre dernière comme information? Le lien entre les Juifs et la découverte de l'Amérique n'était cependant pas fortuit. L'expédition historique de 1492 était en fait une entreprise largement juive, ou plutôt marane. Donc là, on est vraiment dans le sujet. Peut-être que j'ai encore une info, et après je vais rebondir sur... je zappe tout ça parce que c'est trop long et trop de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre là d'intéressant? Une communauté d'ex-marines s'était formée en Martinique sous la domination hollandaise. Elle continua d'exister après la conquête française en 1654. En 1655, un réfugié du Brésil, Benjamin da Costa, y fondait l'industrie sucrière, aidé de nombreux corégionnaires qui s'y étaient installés aussi, accompagnés de leurs esclaves. Donc ça c'est intéressant, n'est-ce pas? On apprend voilà qu'ils étaient puissants, qu'ils dominaient le commerce du sucre, parce que le sucre qu'on a aujourd'hui, qui est diffusé en masse, qu'on nous force à ingurgiter dans la plupart des aliments, il est toujours entre leurs mains. C'est eux qui le détiennent, les sociétés sucrières. Il suffit de se renseigner un petit peu. Je vous laisse le plaisir de faire des recherches. Vous allez voir que. Alors, il y a beaucoup de noms qui ont changé. Alors, vous allez vous faire avoir par les noms, mais chercher un petit peu. Il faut prendre du temps. Ce qui est intéressant ici, et je finirai là-dessus, c'est les juifs de Juden-Savane furent aussi les premiers à maîtriser les révoltes d'esclaves successives entre 1690 et 1722, révoltes qui, il faut le dire, étaient surtout dirigées contre eux, considérés comme les plus grands exploiteurs d'esclaves, puisqu'ils avaient beaucoup de colonies agricoles en Amérique centrale, au Brésil en particulier, et donc aussi dans les Antilles. Mais ils avaient des esclaves puisqu'il fallait travailler, donc ils étaient les premiers, c'est ça qui est drôle. Ils étaient les premiers à maîtriser les révoltes d'esclaves parce que eux-mêmes, parce qu'elles étaient dirigées contre eux, donc ils se défendaient. Donc ils se défendaient tout simplement. Ça c'est intéressant. Et donc pourquoi je parle de ça? Et c'est pas le sujet du livre, mais je suis obligé d'en parler, donc j'en ai parlé longuement. Et ça nous ramène à un autre ouvrage qui est lui la suite, et c'est ça où Eric Zemmour n'en parlera pas. C'est ce sujet que je trouve très intéressant, c'est cet ouvrage-là. Donc ce livre, il est écrit par un certain Edward Kritzler. C'est un juif également, un juif américain. Il est sorti en 2012 en français. Ce livre, c'est la première fois qu'il a été traduit. Il est sorti, je crois, en 2004, quelque chose comme ça en anglais. Je vais regarder parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, je vais le reprendre avec les titres des bêtises. Bon, bah j'ai pas les infos, c'est pas marqué. Ah, 2008, pardon, en français, en anglais. Et 2012, il a été traduit en français. Donc ce livre-là, il est assez récent. C'est un best-seller aux États-Unis parce que, sincèrement, je vous le conseille fortement. Ne serait-ce que pour tout ce que toutes les informations reprises historiques. Et vous allez voyager. Si vous aimez les livres d'aventure, les livres historiques et des choses. Parce que c'est rentré dans la mémoire collective, les événements qui sont repris, les personnages aussi pour beaucoup, les lieux, etc. Ce livre-là vaut vraiment le coup d'œil, vraiment le coup d'être lu. Alors, je peux lire la page de couverture, bon, c'est pas très intéressant. Encore que, ouais, je vais la lire, pourquoi pas, si ça peut intéresser des gens.
Ce livre retrace la fabuleuse histoire de ces juifs expulsés d'Espagne et du Portugal qui, au XVIe siècle, parvinrent à s'embarquer avec les grands explorateurs pour gagner clandestinement le Nouveau Monde et y devenir pirates. Au départ, ils sont partis clandestinement et ensuite, comme on l'a vu, ils ont été autorisés à y aller. Bon, sur certaines conditions, mais ils y sont allés. Ils y étaient déjà allés clandestinement, donc une fois qu'ils sont habilités à le faire légalement, ils ne vont pas se gêner. Donc à bord de leur navire, la reine Esther, ou le prophète Samuel, ces aventuriers qui continuent de pratiquer leur judaïsme en secret, sèment la terreur parmi les galions espagnols. Donc c'est des marins clairement, hein, on ne peut pas dire le contraire, continuellement persécutés. Ils trouvent finalement refuge en Jamaïque où Christophe Colomb et sa famille offrent asile aux juifs poursuivis par l'Inquisition. Christophe Colomb qui est lui-même un marin. J'en parlerai dans un autre, j'ai un autre ouvrage où c'est évoqué. Ça, c'est un livre qui, en fait, il s'articule avec d'autres livres qui complètent le sujet, dont celui qui parle de Christophe Colomb et d'autres livres comme celui-ci, je n'en parle pas là, mais celui-ci, ça explique un peu la richesse. Je ne sais pas si on arrive à voir. Un siècle d'or d'Espagne espagnol de Bartolomé Benassar. Je pense que lui-même est juif ou maran. Ce livre-là, il explique un peu la richesse issue de la conquête américaine par les Espagnols et les Portugais, et donc de l'exploitation de l'or et des richesses, les diamants, les pierres précieuses, les bois, tout ce qui a été produit, et donc aussi l'or, l'argent, si j'ai dû le dire, d'Amérique, et ces richesses-là prises donc en Amérique, elles ont boosté, elles ont dopé l'économie espagnole et européenne également par suite logique. Et là, on a ce qui est intéressant, ça reprend beaucoup les cargaisons d'or qui sont arrivées en Espagne, qui ont été comptabilisées. Alors, souvent, il y en avait beaucoup, beaucoup qui étaient pillés par les pirates juifs des Caraïbes, entre autres. Pas que, mais beaucoup. Il faut savoir qu'eux, au niveau de la piraterie, au niveau de la technique de piraterie, au niveau des quantités de choses volées, de, de tout ça, ils ont excellé. C'était les meilleurs. Ils étaient très, très doués et ils avaient des connaissances, des contacts dans différents ports, aussi bien en Amérique qu'au Moyen-Orient, qu'en Europe, qu'en Méditerranée, en mer du Nord, etc. Ils avaient des ports partout, ils avaient des contacts partout, grâce, toujours pareil, et c'est ça qui est génial, grâce au réseau de Marane. Le réseau de Marane a permis de tisser une toile qui a permis ensuite aux pirates des Caraïbes de pouvoir dépouiller les galions espagnols, leur voler aux Amérindiens. Et eux ont réussi à dépouiller une partie de ce que les Espagnols et les Portugais ont dépouillé grâce à ce réseau-là, si on veut faire une synthèse. Et ils ont créé des fortunes gigantesques pendant des siècles et qui perdurent aujourd'hui, qui existent, des entreprises qui existent toujours et qui ont pris leur origine donc à l'époque de la découverte de l'Amérique et de sa spoliation monumentale et de crimes contre l'humanité qu'ont subi les Amérindiens, aussi bien dans les Caraïbes qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc ce livre-là est très très intéressant. Il est épique, il est instructif. Je finis de lire. Entre chasse au trésor, conquête des Amériques et récits d'espionnage, on découvrira dans ces pages une foule de personnages hauts en couleur comme l'extraordinaire rabbin pirate Samuel Palache, qui sera lui-même Samuel Palache, un espion il espionnera le Maroc pour les provinces unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, et en même temps il espionnera les Pays-Bas pour le Maroc, et ensuite et en parallèle aussi, si je dis pas de bêtises, pour la couronne britannique. Il sera installé, il va quitter le Maroc, il va aller s'installer, ce sera un pirate au Maroc, hein. Ensuite il va partir, il va être rabbin à Amsterdam, je crois, si je dis pas de bêtises, et ensuite il ira faire le pirate avec des Caraïbes et il mourra à Amsterdam, si je dis pas de bêtises, je sais plus trop. Mais ce personnage est épique. Donc, qui monte encore à l'abordage à 60 ans passés et fonde la première communauté juive d'Amsterdam, c'est ça, j'avais oublié. Où les frères Moïse et Abraham Cohen Henriquez, deux corsaires partis à la recherche de la mythique mine d'or de Colomb. On y croise aussi la flamboyante figure d'Antonio Abraham Carvajal, l'agent secret de Cromwell, le britannique, ou encore Sinan, commandant de la flotte de Barberousse. Vous connaissez Barberousse? Zemmour, il connaît Barberousse? Zemmour, tu connais Barberousse, Eric Zemmour, si jamais tu regardes cette vidéo, hein? Bah, Sinan, c'est un de tes potes. Et ennemi juré de Charles Quint. Donc, cet ouvrage-là, je vais juste lire une page, et après j'en resterai là. Une seule page. C'est l'introduction de ce livre, je pense, qui peut résumer à peu près le concept.
Les inquisiteurs du Nouveau Monde étaient particulièrement minutieux dans leur enquête et leur interrogatoire. Aussi, la transcription des procès-verbaux conservés aux archives fournit-elle une description très détaillée de la vie secrète des conversos, parfois amenés à changer plusieurs fois d'état civil, de personnalité ou de religion au cours de leur existence. Ça, c'est le premier point. Il fonctionnait de cette manière-là. C'est assez connu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Une chose est sûre, il n'est pas de province au Nouveau Monde qui n'abritait alors sa propre colonie marane. Seuls les membres de ces communautés ainsi que leurs corrélégionnaires des contrées voisines étaient capables de se reconnaître entre eux. Ces conversos en viendraient rapidement à dominer le négoce, si bien qu'au XVIe siècle, quand la superficie du monde connu doubla et que le commerce international s'étendit, ils purent tisser des réseaux marchands couvrant l'ensemble du globe. À Lima, au Pérou, l'Inquisition rapporta ainsi que la cité ployait sous les Juifs. Tout était entre leurs mains, des brocarts au tissu, des diamants aux graines de cumin, en passant par les perles les plus précieuses et par les plus vilains noirs de Guinée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les plus vilains noirs de Guinée. Je ne sais pas s'il parle des esclaves. Donc il devait avoir les esclaves, les pierres précieuses, tout. Donc c'est ce qui se rapporte. À Potosi, aujourd'hui en Bolivie, une des mines où il y a eu un génocide, les esclaves indiens sont morts là-bas comme des chiens, les pauvres. Ils allaient creuser, c'était une mine d'argent. Il y a une quantité phénoménale d'argent qui a été retirée de cette mine. Elle est à 3000 ou 4000 mètres d'altitude et travailler les mecs avec des... Bref, c'est juste... Renseignez-vous sur Potosi, vous allez voir, ça fait mal au cœur. Donc le représentant du Saint-Office se plaignit cette fois que le commerce des métaux précieux, en particulier de l'argent, soit tenu par les crypto-juifs. À Port-Royal, alors la capitale de la Jamaïque, un fascinant repère de pirates, de boucaniers et de flibustiers, et les marchands anglais protestèrent pour leur part contre les descendants de ceux qui ont crucifié notre Sauveur Jésus-Christ, et nous excluent du commerce. Voilà, ça c'est le genre de témoignage. De fait et de part et d'autres de fait et de part et d'autre de l'Atlantique, les Juifs formaient désormais une sorte d'immense tribu excellant dans le commerce maritime, soudée par un héritage et une langue partagée, mais aussi par une haine commune de l'Espagne. Cette haine commune de l'Espagne, elle va justifier les pirates juifs des Caraïbes, puisqu'ils vont attaquer tout ce qui était en rapport avec l'Espagne, leurs richesses, leurs biens, leurs hommes, leur honneur. Ils avaient qu'une envie, c'était de les dépouiller d'une manière ou d'une autre. Ils l'ont fait dans les Caraïbes. Cet ouvrage le relate relativement bien. C'est un livre très intéressant. Je ferai une fiche de lecture, donc si ça intéresse des gens, sur cet ouvrage. En attendant, je vous conseille fortement de vous le procurer, de le lire. Et ensuite, cet ouvrage-là, il va ramener sur d'autres informations, parce que ceux qui sont là dans les principaux acteurs de ces livres-là, ils ont, pour certains, ensuite essaimé au Maghreb, sur les ports barbaresques. Ils sont allés renforcer, même pour certains, même fonder. À Salé, par exemple, il y avait énormément de ce qu'on appelle des renégats, donc des juifs, donc des marans, donc qui étaient juifs aussi, pour certains, mais aussi des marans qui allaient donc à Barberousse, donc il y avait le Sinan, mais il y en avait d'autres encore. À Tripoli, c'est pareil, à Tunis, c'est pareil, mais surtout à Salé, il y en avait beaucoup qui étaient marans, beaucoup, beaucoup, ou juifs tout court, et qui se battaient contre l'Espagne. Alors, ils avaient diverses raisons d'avoir rejoint les barbaresques, mais c'était des pirates. Alors ils se faisaient aussi, ils étaient déjà marins pour certains, mais ils se faisaient aussi musulmans. Ils avaient une double maranité. C'est formidable. Ils n'avaient pas de limite, les mecs. Alors ils se faisaient appeler Ben Machin, Ibn Machin, je sais pas quoi. Alors que les mecs s'appelaient Salomon Moshe à la base. Et avant qu'il se présente en tant que Salomon Moshe, il s'appelait Fernando de Oliveira. Ou alors un nom espagnol ou portugais, peu importe. Ils arrivaient avec ces noms-là. Donc déjà des noms qui étaient d'emprunt, puisqu'ils s'appelaient Moshe Ben Salomon. Et ensuite, il se faisait double carottage, il se faisait appeler Mansour ben Slimane. Il était connu par ce nom, par exemple. C'est ça qui est formidable. Donc les gens qui ont retenu leur nom, bah, c'était des musulmans, les pirates. Ouais, sauf que non, c'est pas ça. Donc si une fiche de lecture vous intéresse sur le sujet, de cet ouvrage en particulier, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Et sur ce, bah, je vais en rester là parce que ça commence à faire long. Donc je vous demanderai juste pour le coup de ne pas hésiter à partager, à liker, à commenter. Les trois en même temps. À vous abonner aussi, très important. En tout cas, c'est l'intérêt de faire des vidéos, c'est d'avoir un maximum de personnes qui écoutent et qui relaient l'information et qui le diffusent. Et donc cette vidéo sera greffée donc, dans la série des hémorroïdes, même si on va dire que c'est en plus. Celle-ci, puis si j'en fais une autre, bah, elle sera avec. Donc, cher Eric Zemmour, je te souhaite une bonne. Je te souhaite de regarder cette vidéo et de bien la
à savourer, et puis celle qui viendra après également. Donc je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée à vous, bonne journée, et que Dieu vous garde.